Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dimanche 27 octobre 2019, bonjour et merci pour votre fidélité au D12 de Pyramide FM, le dimanche 12h de Pyramide. Quand Vladimir Poutine déroule le tapis rouge à une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, cela donne un sommet. Cette semaine, le catalogue des sommets a enregistré une nouvelle invention. Le sommet Russie-Afrique s'est tenu dans la ville de Sochi. Russie-Afrique s'invite donc aux côtés des sommets France-Afrique, Amérique-Afrique, Inde-Afrique, Chine-Afrique. Les observateurs craignent qu'on aboutisse pas un jour à un sommet Corée du Nord-Afrique. En vérité, qu'est-ce que tous ces sommets apportent à l'Afrique? C'est la question que se posent les esprits libres de Dakar à Libreville. La série de sommets n'aide malheureusement pas le continent à atteindre les sommets. Absent au Conseil de sécurité des Nations Unies, dernier dans les échanges commerciaux et abonné aux sempiternelles crises de dévolution du pouvoir politique, les pays africains se donnent en spectacle. Avant la station balnéaire russe de Sochi, ces pays étaient à Tokyo à l'intronisation du nouvel empereur japonais. En août déjà, les mêmes chefs d'État d'Afrique n'étaient-ils pas au 7e TICAD où le sommet Japon-Afrique devant permettre à Tokyo de combler son retard sur les autres grandes puissances qui interviennent en Afrique. Entre le sommet de Berlin de 1884 décidant le partage du continent et les nouvelles étiquettes portées entre autres par Pékin, New Delhi ou encore Kremlin, l'Afrique n'est-il pas restée ce grand gâteau que se partagent les grandes puissances? Au moment où les Togolais se préparent à nouveau à décider pour l'avenir de leur territoire, ces puissances vont-elles à nouveau influencer le destin politique du Togo? Un des leaders politiques du pays pense que oui. Alors, qui sera le candidat de la France? Ces derniers jours, la liste des candidats à la présidence au Togo s'est allongée. Jean-Pierre Fabre puis Agbemé Kodjo sont venus s'aligner. Combien de Togolais finiront par se déclarer par ce fait investi puis pas payer la caution? En attendant, une réponse. Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo multiplie les initiatives. Ce vendredi, il a convié plusieurs leaders de l'opposition à une concertation. Certains ont répondu, certains ont tourné le dos. Et quand on tourne le dos, on peut aussi ajouter, claquer la porte. C'est ce que le PSR a fait avec la C14 au Loukomi a emboîté les pas à Aimé Gogué. Les deux responsables politiques annonceront-ils bientôt leur candidature à la présidentielle? La présidentielle de 2020, c'est avec la CENI, l'instance a procédé cette semaine à une simulation d'enrôlement des électeurs. Notre invité du jour est le père Chanel Pierre Afognon des Forces Vives Espérance pour le Togo. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en onde technique est assurée par Romaric Freitas. Mon père, bonjour. Bonjour à vous-même et à nos amis auditeurs et auditrices. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Vous avez suffisamment expliqué votre raison, les raisons qui fondent votre engagement à s'intéresser de plus près à la chose publique. Ces derniers temps, on a senti un peu de recul ou c'est juste une impression venant de ma part? Non, j'étais absent du pays, mais le père Afognon ne constitue pas à lui seul le mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo. La preuve, c'est qu'il y a eu pas mal d'activités à mon absence. Je crois que c'est une erreur de vouloir identifier Espérance pour le Togo au père Afognon. Alors, pour des besoins liés à des missions, on sait tous que je suis prêtre et aussi je suis directeur national de l'enseignement catholique. J'étais absent, mais le mouvement a continué normalement ses activités. Nul n'est indispensable. C'est vrai que le mouvement a continué ses activités et vous aussi, vous avez continué vos activités. Moi, personnellement, je vous ai rencontré en Suisse, à Genève d'abord et puis à Lausanne. Est-ce que c'est pour apporter de l'expertise ou de l'assistance à l'église locale suisse? L'église catholique est universelle. Le nom catholique même veut dire universel. Du coup, nous qui sommes des ministres ou des prêtres, nous appartenons à des portions, si je peux ainsi parler, de cette église, mais nous sommes appelés à nous ouvrir à la mission de l'église universelle. Du coup, il y a des partenariats entre les diocèses,
Moi, je suis allé dans le cadre de ce partenariat pour une mission pastorale dans ce diocèse. Et avant, j'étais parti à un congrès de l'OIEC, Office international pour l'enseignement catholique, à New York. Cela est lié au fait que je suis le directeur national de l'enseignement catholique. Donc, il y a des missions d'église qui sont liées, qui sont des responsabilités liées à ma modeste personne. Et c'est pour ça que j'ai été absent du pays. On s'est dit que sur place, en Suisse, vous avez célébré la messe. Ah oui, bien sûr. J'ai célébré la messe, j'ai travaillé en paroisse avec des structures, disons, paroissiales et diocésaines, du diocèse Lausanne-Fribourg-Genève. Il se raconte qu'en Europe, on va de moins en moins à la messe, ou que si le besoin se fait sentir, c'est des personnes âgées qu'on retrouve dans les églises. Est-ce que c'est vrai? Bon, disons que c'est en partie vrai, parce que il y a moins de jeunes dans les églises, en Occident en général. Mais on trouve quand même des jeunes. Je pense que cela relève d'une forme de stéréotype, de dire que l'église de l'Occident se réduit simplement à des personnes âgées. Certes, il y a moins de jeunes quand on voit toute la dynamique et le dynamisme de l'Église catholique en Afrique, en Amérique latine. On peut dire qu'on ne retrouve pas cette réalité nécessairement dans les églises de l'Occident. Mais c'est une période, je dirais, de transition, parce que c'est l'Esprit Saint qui guide l'Église, et c'est l'Esprit Saint qui suscite les vocations, et l'Esprit Saint, pourquoi aujourd'hui il y a moins de jeunes et il y a moins de prêtres. Dans tous les cas, il faut situer tout ça dans un contexte général, dans un environnement où, par exemple, il y a 1,5 ou 1,5 enfants par famille. En d'autres termes, les familles ont en moyenne un enfant ou deux maximum. Il est normal que laisser des enfants se donner pour que leur vie soit vraiment comme une vie sacrifiée pour la pastorale, pour les soins, c'est pas évident. Et puis les enjeux dans le contexte occidental, on se sent réalisé beaucoup par rapport à ce qu'on a en banque, par rapport à sa liberté personnelle, ainsi de suite. Mais pour être prêtre, qu'on le veuille ou non, il faut consentir à des sacrifices. Il y a beaucoup de renoncements. Et je pense que peut-être cet idéal de vie aussi n'est plus nécessairement ce qui habite le cœur de beaucoup de jeunes. Mais par contre, on trouve qu'il y a pas mal de jeunes, par exemple, dans la vie monastique et aussi dans ce qu'on appelle les nouveaux mouvements qui sont nés depuis l'après-concile Vatican II. Dans tous les cas, l'Esprit Saint conduit l'Église, nous n'avons pas à avoir peur, mais la réalité sociologique, la réalité anthropologique et l'évolution même de la société occidentale fait que on n'a pas la même dynamique que chez nous ici en Afrique, par exemple. À vous écouter, la société occidentale donne presque des réponses à toutes les préoccupations des jeunes. Ils sont bien à l'école, ils ont des comptes bien garnis, ils n'ont pas de problème de santé, problème de travail, ce qui n'est pas forcément le cas dans nos pays. Est-ce que cela justifierait que dans nos pays, on retrouve de plus en plus de jeunes, de personnes âgées dans les églises qu'en Europe? Je ne sais pas, j'ai pas fait des études, mais ce que je sais, les jeunes en Occident ont aussi des difficultés que les nôtres n'ont pas ici. Par exemple, les questions liées à la drogue, à la dépression, on a l'impression que c'est beaucoup plus fréquent, même si toutes les conditions sont réunies. Il est difficile de comparer pour dégager tout de suite des leçons, mais je peux dire tout simplement que chaque église, qu'on le veuille ou non, accueille des fidèles qui viennent d'un peuple donné. Et chaque peuple a ses réalités, et ces réalités ont nécessairement des répercussions dans la façon d'adorer Dieu, dans la façon d'être Église, dans la façon d'être disciple du Christ. Mais dans tous les cas, quels que soient les environnements,
la parole de Dieu est unique, les sacrements célébrés et la mission de l'Église également. Et cette mission, qu'on soit aux États-Unis, en Europe ou en Afrique, chaque fidèle essaie de l'assumer avec ses forces et ses faiblesses. Je parlais tantôt de votre engagement personnel à vous, mais au-delà de cet engagement-là, il y a aussi l'engagement de toute l'Église au Togo. Et les évêques du Togo se sont récemment réunis à Daparon et ils ont sorti un communiqué. Je vous lis un extrait de ce communiqué. Oui. L'Église a porté tous ces événements dans la prière et continue de supplier le Seigneur afin qu'il éclaire et guide tous ceux et celles qui ont en charge la gestion du bien, comme les événements dont on fait allusion ici. Ce sont les événements politiques, bien sûr. C'est un extrait donc de ce communiqué. Que veulent-ils dire, les évêques? Il faudrait que, c'est une doléance, que vous, les journalistes, vous puissiez présenter ce communiqué ou ce message dans son ensemble. Parce que j'ai vu sur des plateformes, j'ai lu dans les journaux où on prend simplement une partie, la partie qui intéresse. En fait, les évêques, c'est de tradition chez eux qu'ils puissent avoir des sessions. Ils viennent d'avoir celle qui a sorti ce communiqué à Dapon. Et les évêques, comme responsables d'église, sont des leaders religieux au sein de la communauté nationale, si je peux ainsi parler, ou dans le pays. Du coup, ils ont rappelé ce qu'ils ont eu à faire durant cette session. Ils sont venus sur des questions de l'enseignement catholique, les séminaires et beaucoup d'autres éléments internes à l'Église. Ils ont pris le temps de rappeler aux chrétiens qu'ils ne doivent pas se laisser aller au découragement et que c'est la mission pour les disciples du Christ de s'engager dans la foi et l'espérance, aussi pour la transformation sociale. Ils ont eu à dire à l'endroit du gouvernement, dans le cadre du refus d'observation des élections municipales qui était venu de la part du ministère de l'administration territoriale et qui faisait croire qu'on ne sait pas l'origine de l'argent qui devait servir pour déployer les observateurs et tout le reste. Les évêques ont pris position pour dire que le Conseil épiscopal Justice et Paix, par exemple, n'est pas une structure de blanchiment d'argent. Et c'est un peu dommage, toutes ces accusations, mais les évêques ont voulu affirmer solennellement que cette institution, on ne peut ni dire que elle est de telle tendance et on ne peut affirmer non plus que l'argent dont elle disposait comme institution pour observer les élections était d'origine douteuse plus ou moins. Et finalement, ils nous ont invités tous à porter le pays dans la prière. Nul ne peut être insensible au fait qu'en 2020, il y aura les élections présidentielles. Fermer les yeux sur cela, c'est justement être un religieux dans une société, mais choisir d'être aveugle. Or, la parole du Seigneur nous dit que nous sommes lumière du monde. On ne peut pas être lumière dans un monde et fermer les yeux aux réalités de ce monde. On risque d'être plutôt ténèbres. Vous êtes sans doute préoccupé, tout comme un certain nombre d'acteurs dans notre pays. Les élections telles qu'elles se préparent de plus en plus dans notre pays, est-ce que les prières vont permettre au Togo de les organiser, de les vivre, de les passer sans trop de difficultés? Pour nous, croyants en général, et chrétiens catholiques en particulier, nous sommes convaincus que l'homme voué à sa propre force ne peut pas trouver des solutions aux problèmes complexes. Mais au même moment, comme l'enseigne l'Église ou bien les religions aux croyants, on ne peut pas non plus croiser les bras et demander à Dieu de venir faire les choses à notre place. Et si vous lisez bien le communiqué ou le message des évêques, les deux sont là.
Nous devons nous engager, mais nous devons prier Dieu. Parce que quand nous regardons la situation du Togo, et quand on pose le regard particulièrement sur les acteurs politiques, il y a quelque part une question d'intégrité, d'honnêteté, de fidélité aux valeurs qui se pose. Parce que le problème togolais n'est pas aussi complexe. Si les acteurs politiques qui sont au pouvoir et ceux de l'opposition décidaient sérieusement au plus profond de leur conscience de mettre les intérêts de nos populations qui croupissent dans la misère comme une priorité au centre de tout ce qu'ils ont à faire, je vous assure que on perdra moins de temps. Mais qui peut toucher la conscience de quelqu'un, qui peut entrer dans son cœur, qui peut lui donner la possibilité vraiment de regarder la réalité en face au lieu de se livrer à une forme d'idolâtrie de l'ego. C'est Dieu. C'est lui seul qui a la force vraiment d'entrer dans la conscience humaine. Et donc, on revient à une réalité très chère à nous dans l'Église et qui est renfermée dans cette parole. Prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. C'est toujours la synergie entre aura, prie, et labora, travail, qui crée la possibilité des véritables transformations. Donc ce serait de l'illusion, de l'utopie et même un péché de prier simplement et de dire la prière seule va changer les situations au Togo. Il faut nécessairement que les fidèles catholiques en particulier et les croyants en général, ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté, tout en priant, s'engagent également à travailler pour l'avènement de ce Togo nouveau que nous désirons tous. On a toujours entendu dire que le problème togolais est un problème complexe. Vous venez de dire le contraire. Vous déclarez qu'en réalité, que ce n'est pas aussi complexe que ça si les acteurs politiques y mettaient un peu plus de volonté. Justement, sur la question de volonté, ça fait quand même une trentaine d'années qu'on parle de crise et de difficultés à réaliser, notamment l'alternance dans ce pays. Est-ce que quelque part là, ce problème n'est pas finalement complexe? Oui, mais même ce qui est complexe, et là je me mets un peu à l'école de Descartes, même si on peut critiquer Descartes, mais ce qui est complexe, pour arriver à trouver une solution à une réalité complexe, il faut commencer par simplifier. Est-ce qu'au Togo, nous sommes en train de regarder la question de l'alternance comme une réalité désirée par nos populations et une nécessité qui rentre dans les principes démocratiques et enfin comme un élément de ce que je peux appeler la loi naturelle. C'est-à-dire que le changement, l'alternance, c'est comme l'écrivaient les évêques dans leurs lettres soyons responsables dans la vérité et la justice, mais avant d'être une question politique, l'alternance est une réalité naturelle. Personne n'est éternel et aucune institution humaine n'est éternelle. Et même les civilisations ont un temps. Aujourd'hui, on n'a plus la civilisation mésopotamienne, on n'a plus la civilisation égyptienne, romaine et avant ça, grecque. Même des civilisations changent. Et les individus, ça se voit tout le temps. Du coup, il faudrait qu'il y ait une bonne volonté, une rationalité, une conscience qui intègre cette vérité humaine. Et alors, la façon de rédiger les textes, la façon de les assumer et de les appliquer sera vraiment basée sur la bonne volonté, sur la bonne foi. Cela est fondamental. On a l'impression que les acteurs politiques togolais éjettent trois principes. La vérité, la justice, ces deux valeurs ouvrent la porte à la liberté. Et donc, si on ne veut pas être vrai, on veut toujours jouer, on veut passer par une forme de légalisme pour tout justifier. Et puis, on sait soi-même qu'on est en train de se mentir, mais on reste dans ce mensonge et on s'entoure des gens qui cultivent ça
de la part de l'ensemble de la classe politique, hein, je ne parle pas du pouvoir exclusivement ou des autres partis politiques exclusivement. Un peu partout en politique, c'est clair qu'on ne va pas réduire la politique à la morale, mais il faut un fondement éthique à la politique. Sinon, on finit par avoir ce que nous avons chez nous, des contradictions qui se renouvellent, des dialogues qui n'aboutissent à rien. C'est pas typiquement togolais. Bon, c'est pas typiquement togolais. Nous sommes d'accord, c'est humain. Mais chaque peuple qui veut penser son développement n'est pas obligé de se comparer à ce qui se fait de négatif dans les autres peuples. Un peuple qui veut se développer, qui voudrait être un modèle, et je reviens encore à notre hymne, parce que là se trouvent les valeurs qui fondent notre nation. Notre hymne nous dit que le Togo doit être l'or de l'humanité. Si nous prenons que ça, et nous devons être dans des réflexions, dans des prises de position, dans des analyses qui nous donnent la possibilité d'être ensemble, de se donner véritablement la main, pour qu'au niveau politique, on ne soit la crise qui, normalement, arrive dans toute institution humaine, mais qui est transitoire et qui permet de tirer des leçons pour aller de l'avant, que la crise devienne pour nous au Togo notre façon de vivre, de gérer les affaires de la cité et d'être citoyens ou d'exercer le pouvoir. Je crois que nous, Togolais, nous avons un défi. Et c'est ceux qui ont fondé notre nation qui nous l'imposent. Faire de notre pays l'or de l'humanité oblige nos acteurs politiques, s'ils ont à copier quelque chose de la part des autres, ce qui est plutôt positif. En fait, du Togo, l'or de l'humanité, c'est devenu un refrain qui est récité, repris du côté du pouvoir comme de l'opposition. Malheureusement, cet or tarde à briller. Nous allons passer, et puisque la présidentielle arrive à grands pas et c'est sur les tablettes de tous les acteurs, on en parle un peu partout. Et depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a un acteur que vous connaissez, Monseigneur Philippe Fanko-Prodjo, qui parle de plus en plus de l'élection présidentielle. Quel rapport entretenez-vous avec le prélat? Monseigneur Prodjo est évêque, archevêque émérite de Lomé, et moi je suis prêtre. Donc, le premier rapport est lié au fait que nous communions à la même foi, comme tous les autres catholiques baptisés. Nous sommes fils de la même Église et spirituellement parlant, nous formons le même corps. Et parce qu'il a été évêque, au niveau hiérarchique, il fait partie de la hiérarchie de l'Église catholique. Voilà ce qui nous lie profondément. Publiquement, dans les prises de position de Monseigneur Philippe Fanko-Prodjo et dans vos prises de position, on sent des similitudes. Vous êtes du côté, visiblement, de ceux qui combattent le pouvoir en place. En réalité, si on trouve des similitudes, je suis content parce que ces similitudes ne viendraient ni de Monseigneur Prodjo ni de moi, mais proviendraient d'abord de l'Évangile, c'est-à-dire de la parole de Dieu, qui a toujours défendu le pauvre. Quand vous allez fouiller dans tout l'Ancien Testament, je présente les excuses à mes frères et sœurs des autres religions. On peut trouver ça aussi dans les autres religions, mais le lieu d'ancrage pour moi, c'est la Bible, mais je sais qu'on peut trouver dans le Coran et dans d'autres religions les valeurs dont je parle. Mais si je reviens à la Bible, mais c'est un devoir dès l'Ancien Testament de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Et en Israël, quelqu'un qui jouait avec ces trois catégories de personnes était sérieusement sanctionné. Et quand on visite le discours de tous les prophètes qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais c'est que ce soit Amos, que ce soit Jérémie, Isaïe, mais c'est des hommes de Dieu qui ont pris position pour le petit et pour le faible. Et quand on prend l'évangile, ce que Jésus fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche des lépreux qui sont les rejetés de ce temps. Il les touche même. Et il dit aux scribes, aux pharisiens, mais vous êtes des tombeaux blanchis.
Vous mettez des poids énormes sur la tête des innocentes personnes. Vous n'osez même pas toucher ça de votre doigt. Et pourtant, vous estimez qu'ils doivent porter. Donc, l'engagement pour la justice, pour la vérité, pour la paix, est au cœur de toutes les religions et en particulier chez nous. Et ce qu'on peut appeler similitude proviendrait simplement du fait que l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église font la promotion de la justice sociale. Peut-être que c'est ça. Cette semaine, il a fait une demande notamment aux opposants. C'est une demande qui est relativement vieille maintenant. C'est de s'unir. Il les a rencontrés ensemble vendredi. Certains étaient là, certains n'étaient pas présents. Est-ce que c'est une demande que vous partagez? Bon, d'abord, je dois dire, une fois que j'ai affirmé ce qui précède, que je ne suis pas un disciple au sens maître et disciple à Monseigneur Podro, parce qu'il y a la liberté des enfants de Dieu. Et Monseigneur Podro est libre de penser, de poser des actes conformément à sa conscience et à ses responsabilités. Moi également, et d'autres dans l'Église. Et je ne dis pas non plus que tout ce que Monseigneur Podro fait est excellent et que tout est bien. Je peux même identifier d'éventuelles erreurs dans ce qu'il fait. Mais ce n'est pas pour ça que je suis en l'antenne. Cela dit, je crois que pour Monseigneur, il pense qu'il serait intéressant que les différents partis politiques puissent aller aux élections de façon unie, à partir de la sagesse qui dit l'union fait la force. C'est sa vision des choses. Je pense qu'il est citoyen comme tout autre et que nous devons respecter cela. Cela dit, les acteurs qu'il a convoqués, j'espère qu'ils sont des responsables, et ils le sont, effectivement. Ils l'ont écouté, c'est eux qui sont, disons, des connaisseurs de la politique. À ma connaissance, Monseigneur Podro, c'est un grand-père qui veut le bien pour ce pays. Et donc, il peut, au nom même de ce désir et avec son âge, faire des erreurs. Mais ceux qui l'ont écouté, eux, ils n'ont pas, entre guillemets, droit à l'erreur parce qu'ils sont des politiciens. Il leur revient d'accueillir ce message, de voir en quoi ça peut être profitable pour le pays. Cela dit, moi, je n'aborderai pas des questions d'élection en termes de choix de candidature unique ou autre, mais je dirais ceci. Ce qu'on peut appeler la dynamique unitaire ou la convergence, pour moi, et il y a un certain nombre d'acteurs de la société civile qui partagent aussi cela, c'est qu'il faudrait quand même fédérer les énergies pour arriver à offrir à nos populations une façon de gouverner la cité qui puisse permettre que la majorité des Togolais, sinon tous les Togolais, puissent vivre mieux et progressivement vivre dans un bonheur. Quand vous passez dans les villages, et on sait que le Togo est à plus de 70% un pays rural, quand vous passez dans les villages, mais vous rentrez chez vous, vous êtes malade. Vous voyez comment les gens dorment, comment les gens s'alimentent, comment les gens se soignent. Mais c'est inadmissible. Faites un tour pour visiter des malades au CHU Tocoin et dans nos structures sanitaires. Mais ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas repenser la façon de gérer le pays afin que l'éducation, la santé, les infrastructures et un certain nombre de droits de la personne humaine puissent être respectés. Dit cela n'est contre personne. Mais je pense que tout Togolais, depuis le chef de l'État jusqu'au dernier des Togolais, désire que le Togo soit un pays où il fait bon vivre. Si c'est notre désir, prenons les moyens pour réaliser ce rêve qui n'est pas impossible. Vous nous invitez à éventuellement visiter les malades dans les centres de soins, à prendre contact avec un certain nombre de Togolais. Vous qui avez cette habitude
de recevoir des Togolais, de discuter avec eux, et éventuellement certains viennent se confier à vous. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais ils ont besoin simplement de se soigner, de soigner leurs enfants. Ils ont besoin de pouvoir, par exemple, payer leur loyer et dormir dans des endroits non pas luxueux, mais dignes. Si je vous dis le nombre de parents qui ne sont pas à Lomé, dont les enfants ont fini le bac et qui doivent maintenant vivre à Lomé pour aller à l'université, si je vous dis tout ce qu'ils déploient pour trouver une place, soit auprès d'un ami, et après 3 mois, l'ami dit, mais vraiment, il y a une autre personne qui m'a sollicité, il faut trouver une autre place à tes enfants. Mais c'est ce que nous recevons. Et mon père, aidez-moi à. Le prêtre a quoi comme revenu? Et pour pouvoir gérer tout le social. Le système social chez nous, s'est cassé la figure. Vous arrivez à l'hôpital, si vous n'avez pas l'argent, vous mourrez. Pourquoi maintenant les gens n'arrivent plus à porter secours? Parce que tu amènes un malade, on te tend l'ordonnance, on te dit de donner les garanties, sinon des fois même on ne l'accueille pas dans un lit. C'est inadmissible. Parce qu'il peut y avoir même quelqu'un qui a l'argent et qui n'a pas l'argent sur lui et qui va mourir comme ça. Et on fait l'expérience. Excusez-moi, je suis obligé de donner un témoignage ici. Je suis allé dans un pays, je préfère taire le nom pour ne pas faire croire aux Togolais qu'on veut montrer qu'on a voyagé. Personne ne me connaissait là-bas, puisque j'ai un simple visa. J'ai perdu connaissance, je me suis réveillé à l'hôpital, mais on m'a opéré, on m'a soigné, avant de savoir je viens d'où, à qui il faut adresser les factures et tout et tout. C'est cette année? Il y a quelques années. Et je me dis, mais les mêmes choses pouvaient m'arriver dans mon propre pays. Je vais mourir. Je vais mourir parce que personne n'oserait. Donc, il faudrait qu'on se dise que le jeu, ce n'est pas que X soit au pouvoir ou bien Y veut chasser Z. Le peuple est fatigué de ça. Il faudrait simplement une nouvelle façon de gouverner. Et si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont capables de l'incarner, mais qu'ils en donnent la preuve. Est-ce que c'est véritablement une question de gouvernance ou c'est aussi une question de moyens? Est-ce que nos pays ont les moyens pour répondre aux aspirations ou desiderata que vous exprimez là? Les moyens, mon frère, se créent. Et tout commence par la bonne gouvernance, la bonne gestion de nos ressources et la capacité de rendre compte. Mais que Dieu me pardonne, mais on ne va pas me dire que le Togo est tellement pauvre pour que nos écoles, nos rues, nos hôpitaux et la vie dans les ménages et particulièrement dans les villages soit ce que nous observons. Mais la pauvreté se combat. On ne peut pas donner l'impression jour après jour. Je n'accuse personne, hein, mais je me dis si les acteurs politiques ne regardent pas ces réalités, mais ils vont passer le temps à croire que c'est X qui veut chasser Y du pouvoir, prendre sa place, et ils vont s'établir dans ce que j'appelle l'idolâtrie de l'ego, c'est moi ou rien, et tout ça. Mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de nous relever. Et on a beau avoir des plans et des projets de développement, si le peuple n'adhère pas unanimement et que on met au passé les crises pour retrousser les manches et chacun sait que quand je deviens sérieux au travail et que je mets en commun, ça me revient comme profit, on ne fera rien. Il y a des gens qui continuent de court-circuiter, par exemple, tout ce qui est tasse, ainsi de suite. Et des fois, ils te disent, mais ça nous apporte quoi? Et telle chose qu'on exploite dans le pays, est-ce qu'on sait ce qu'on en fait? Nous savons que ce n'est pas facile. Et les recettes de l'État au Togo, d'après ce que j'ai lu, sont inférieures par rapport aux dépenses. D'accord, mais on communique autour de ça pour mobiliser le peuple. On communique autour de ça en faisant des propositions.
Mais quand on s'éternise dans une crise et qu'il y a la méfiance entre les décideurs, il est très difficile de mobiliser le peuple, de lui demander de faire des sacrifices et d'avancer. Aucun d'entre nous ne refusera des sacrifices quand il sait que dans 10 ans, 15 ans, et sa progéniture vivra mieux. Mais personne ne fera de sacrifice, chacun va être dans l'immédiateté. Je vais me connecter pour pouvoir profiter au maximum pour ma famille, parce qu'il sait que l'avenir n'est pas assuré, et c'est ce qu'on appelle le bien commun. On doit organiser le Togo pour que le bien commun triomphe, l'intérêt national ou l'intérêt général puisse prendre le dessus sur les intérêts particuliers. Qui doit organiser le Togo? Puisque quand vous parlez, vous dites que vous n'accusez personne. Vous semblez mettre dans le même panier et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont au niveau de l'opposition. Ceux qui viendront organiser le Togo, est-ce qu'ils viendront du Bénin? Non, ou est-ce qu'ils viendront d'ailleurs? Pas du tout. D'abord, le premier organisateur, c'est le peuple lui-même. Mais il se trouve chez nous que le peuple est plus ou moins pris en otage. Soit à travers des lois qui ne permettent pas au peuple de s'organiser et de manifester et de revendiquer, soit par une histoire qui a plombé les populations au point où tout le monde a peur. Et on se dit, ah, moi je ne suis pas dans la politique, moi je ne veux pas entendre parler. Hein. Alors, quand quelqu'un veut dire que ceci n'est pas à sa place, faisons l'effort de remettre à sa place. On dit, ce que tu fais là, c'est la politique. Si c'est la politique, alors je recule. Donc, il y a la peur qui prend le peuple en otage, mais il y a aussi une législation, une façon de faire qui ne donne pas la possibilité de l'émulation au sein de la population. Et tout est fait pour qu'on puisse vivre une forme de division. Vous prenez aujourd'hui la société civile, dans son ensemble, avec ma petite expérience, elle est incapable de se mobiliser autour des grandes valeurs républicaines et de l'imposer aux acteurs politiques. Pourquoi? Parce que dès qu'on prend un discours, par exemple, qui va sur le terrain de la défense des principes démocratiques, de la justice sociale et de la défense des droits de l'homme, les gens commencent à se dire, mais ça, par rapport au pouvoir, vous êtes en train de le critiquer et ça n'arrange pas l'opposition parce que vous risquez de dénoncer les travers de l'opposition. Mais même une société civile qui doit perdre sa capacité critique, sa capacité de porter ce qui habite le cœur de nos populations auprès de ceux qui sont au pouvoir et auprès de ceux qui estiment pouvoir gouverner ce pays, mais si on ne peut pas le faire librement, il sera difficile que le peuple soit le premier qui soit en train vraiment de créer cette organisation nouvelle. Mais le peuple ne peut pas être exclu. Deuxième niveau, c'est la responsabilité des gouvernants. C'est à eux que le peuple a donné mandat de pouvoir gérer la cité. Il leur revient nécessairement de gérer la cité pour que chaque citoyen puisse être à l'aise. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Mais c'est aussi tout leader, politique, religieux et que sais-je encore. Et c'est tous ceux qui travaillent dans le pays, la dimension économique de l'engagement. Mais c'est vrai, on vient d'apprendre que, disons, l'organisation des affaires au Togo est classée comme une des organisations meilleures au Togo, dans le monde. C'est bien, merci. Mais objectivement, qu'est-ce que ça apporte aux citoyens? Est-ce qu'un jeune Togolais qui veut entreprendre aujourd'hui au Togo, au nom de cette qualification, a plus de facilité, par exemple, qu'un jeune au Ghana? Je n'en sais rien. Mais il faudrait que ces grands discours et ces prix décernés puissent avoir un impact positif sur le concret et la vie des Togolais. Vous voyez, du coup, il y a différents niveaux de responsabilité pour réorganiser le peuple, pour réorganiser notre vivre ensemble, le Togo. Il y a le peuple, il y a ceux qui le gouvernent, il y a ceux qui veulent le gouverner, il y a ceux qui participent à la vie économique et il y a tous les décideurs. Finalement, chacun doit faire sa part. Attardons-nous un peu à la responsabilité du peuple, puisque vous évoquez en début d'émission les difficultés
d'un certain nombre de Togolais à manger, à se loger, à se soigner. Oui, je ne l'invente pas, hein, vous pouvez vérifier. Oui, en fait, oui, on entend ça tous les dimanches ici. Et il y a les études du PNUD sur la pauvreté au Mais il y a une Togo. curiosité, Oui. parce que on ne comprend pas que ce même peuple vote majoritairement pour ceux qui sont au pouvoir depuis quelques années, et récemment aux législatives, et récemment aux municipales. Bon, là, on est sur un terrain où je ne voudrais choquer personne. Mais je voudrais que chacun se mette devant sa conscience. S'il est croyant devant Dieu, pour se dire non pas à quelqu'un de l'extérieur, mais se dire à lui-même qu'au Togo, la vérité des urnes a toujours régné. Je ne dirai pas plus. Parce que tout va commencer là. Le tout n'est pas de convaincre les gens qu'il y a eu des élections, ça a été crédible, elle a été transparente et tout ce qu'on peut dire. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas me situer à ce niveau. Depuis son excellence monsieur le président de la République, passant par son excellence monsieur le Premier ministre, les parlementaires, les ministres, et les partis politiques, les leaders de tout genre, même religieux, descendant jusqu'au dernier Togolais, que chacun se mette devant sa conscience qui est le temple intérieur sacré et devant Dieu qui nous a créés et qui connaît la vérité pour se dire à lui-même que au Togo, c'est la vérité des jeunes qui est proclamée après les élections. Moi, je ne dirais pas plus. On attend l'élection présidentielle de l'année prochaine et beaucoup de Togolais sont préoccupés. Je ne sais pas si ces élections-là ont quelque chose de spécial que les élections de 2010 ou de 2005 ou encore de 2015 n'ont pas. Comment est-ce que vous l'analysez, cette crainte, cette peur qui s'empare de la scène politique des Togolais? Beaucoup parlent d'alternance en 2020. Est-ce que vous redoutez la situation ou le scénario qui va peut-être se dessiner en 2020? Non, je ne peux pas être prophète de malheur parce que quand on voit le contexte, on a vu pire dans le pays. Le contexte aujourd'hui, on voit qu'il y a différents acteurs et même des candidats qui ne sont pas nécessairement d'un parti politique qui sont en train de se présenter. Et du coup, on n'est pas dans un contexte comme dans un passé récent où on vivait une forme, est-ce qu'on m'excuse, je n'ai pas autre mot que d'affrontement qui ne disait pas son nom et qui a beaucoup fait peur. Et au point où nous, à l'époque, on a demandé aux gens de rester à la maison parce que on voyait une présence militaire énorme dans nos rues. Et puis il y a un camp qui dit nous allons empêcher les élections. Un camp qui disait ça passe ou ça casse. Nous on a recommandé aux citoyens, à nos populations, pour ne pas risquer simplement pour faire plaisir à des acteurs politiques, qu'ils restent à la maison. Ce n'est pas ce contexte aujourd'hui. Je pense qu'il faut de l'objectivité pour regarder les choses. Je peux me tromper, hein, mais je pense qu'on voit des candidats des partis politiques de tous bords et des personnes de la société qui sont candidats. Alors maintenant, ce qui est important pour nous autres, particulièrement Espérance pour le Togo, c'est qu'on puisse aller au bout des mesures d'apaisement en libérant d'autres personnes qui sont encore en prison, soit parce qu'ils ont manifesté ou ils ont pris certaines positions. Nous nous réjouissons de la libération d'un certain nombre d'acteurs et en dernière date de Folie Sativi. Et nous souhaitons aussi que la justice ne soit pas dans le processus qui vient instrumentalisée et qu'elle puisse vraiment jouer son rôle pleinement au nom de la séparation des pouvoirs.
nous voudrions plaider aussi pour qu'il n'y ait pas une instrumentalisation de l'armée, que l'armée ne puisse pas s'ingérer dans le processus qui va venir. Et nous aimons tous nos frères et sœurs qui sont dans l'armée et dans la police et la gendarmerie et qui font beaucoup pour nous, pour notre sécurité. Ils feront encore un grand bien au pays si ils arrivent à sécuriser le pays sans vraiment s'initier dans les opérations à venir. Nous pensons que la question de la réforme de la Cour constitutionnelle, qui était déjà un élément de la feuille de route de la CEDEAO, doit être prise au sérieux. Et par rapport aux élections même, nous nous demandons est-ce que la CENI actuelle va inspirer suffisamment de confiance aux différents acteurs. Ce n'est pas à nous d'en décider, mais tout ce qui peut se faire pour qu'on ait des élections pacifiques, crédibles, transparentes, et que la vérité des urnes s'impose. C'est cela qui nous tient vraiment à cœur. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes avec vous, Père Pierre Chanel-Lafagnon. Et comme c'est de tradition tous les dimanches, nous allons permettre aux auditeurs de vous poser également leurs questions à eux. Je rappelle les numéros 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Nous avons quand même une question qui est laissée dans le groupe fan club des 12 de Pyramide FM. C'est la question de Bertrand Doupi depuis Adido Gomé. Que répondez-vous aux fidèles qui se plaignent sur les prises de position de Monseigneur Podro? C'est une question. Oui. Vous répondez. Oui, merci, et merci à Bertrand. Je venais de dire que, et la conférence des évêques du Togo a noté ça aussi, que les prises de position d'une personne dans l'Église n'est pas nécessairement, disons, la prise de position de toute l'Église catholique. Et je venais de dire aussi que dans les prises de position de Monseigneur Podro, je ne vais pas dire que tout est bien, tout est excellent. Mais il est un citoyen comme tout autre et j'estime que ces prises de position qui sont liées à sa responsabilité, il les assume. Cela dit, je crois que si l'auditeur m'avait bien suivi, j'ai aussi dit que je ne suis pas à l'antenne pour critiquer Monseigneur Podro ou pour dire qu'il a fait telle erreur, mais je ne dis pas que Monseigneur Podro est un ange. Bien, merci. Le premier auditeur qui est en ligne, nous allons l'insérer dans le direct. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Perrault. Bien, on vous appelle comment? C'est monsieur Kokou. Oui, Kokou, depuis Adido Gomé. Non, depuis à Goénivé, n'est-ce pas? Ouais. Oui, Kokou, allez-y pour votre question. Et je salue le père. Je vous salue très fraternellement. Merci, mon père. Mon père, vous avez dit quelque chose dessus qui m'a touché. Oui. Vous étiez dans un pays étranger où on vous a opéré avant de chercher à qui tendre la facture. Oui. Et contrairement dans notre pays au Togo, même vous pouvez être ensanglanté, on vous amène à l'hôpital, vous devez aller payer le bon à la caisse, on voit le reçu de la caisse, et vous-même qui allez même payer le gant que l'infirmier va porter avant de toucher votre patient. C'est ce qui se passe dans notre pays. Il y a pire, vous pouvez payer encore tout ça, mais le nombre du personnel qui doit prendre en charge et la place disponible est tel que vous devez attendre. C'est ça. Oui. C'est ce que nous vivons au pays. Et lorsque vous dites tout ça là, on vous dit que vous faites de la politique. Qu'est-ce que les gens comprennent même dans la politique? Vous avez une fois dit la politique, je ne sais pas si c'est vous, la politique c'est l'organisation intelligente de la vie de la cité. Bien sûr que oui. Mais je ne comprends pas. Mais la question que je voudrais vous poser en tant que religieux, quelle analyse faites-vous de ces gens de pasteurs, hommes de Dieu, qui nous disent sur les médias que le problème togolais, c'est Dieu qui va venir résoudre, ce n'est pas question d'élection, ce n'est pas le peuple qui va faire quoi que ce soit, que c'est Dieu même qui va venir
résoudre le problème de notre pays. Bien, merci. Oui, cette partie de la question, c'est noté. Est-ce que vous avez une deuxième question? Oui. La deuxième question, ça concerne leur mouvement Espérance pour le Togo. Comme vous l'avez eu à le poser la question dès le début, on a eu l'impression qu'ils se sont un peu absents sur le terrain. Ils ont demandé. Lors des locales, il y a une organisation de la société civile, je ne sais pas si ils font partie, qui ont voulu observer les élections et l'accréditation a été refusée. À l'approche des élections présidentielles, est-ce qu'ils se préparent pour cette observation? Si oui, comment les choses se font? Bien, merci pour les deux questions, cher ami Kokou, depuis Gonivé. Nous profitons pour saluer nos amis qui nous écoutent de ce côté de Lomé. Première question, c'est sur ces prises de position d'un certain nombre d'acteurs venant du monde des religieux. Le problème togolais, est-ce que ce problème va être résolu par Dieu lui-même? Je voudrais quand même, avec tout le respect à ces pasteurs, je ne sais pas quelle expérience ils ont eu à faire, mais je pense qu'ils doivent revisiter leur théologie. Parce que quand on parcourt toute la Bible, même Israël, pour sortir de l'esclavage en Égypte, c'est Dieu qui a agi. Mais il a fallu que Moïse soit devant et qu'ils se mettent en route. Dieu n'a pas marché à leur place. Dieu donnait victoire à partir des obstacles qui dépassent le peuple. Par exemple, la mer Rouge, par exemple, l'absence d'eau dans le désert. Mais on voit bien que c'est le peuple lui-même qui doit combattre. Et l'image qui le montre très bien dans l'Ancien Testament, c'est que Moïse était sur la montagne, les mains élevées, en train de prier. Au point où ne pouvant plus tenir les deux mains élevées, on a dû mettre des serviteurs à côté pour que ses mains soient élevées vers Dieu. Mais dans la vallée, les autres combattaient. Il faudrait que nous fassions attention à ce que nous servons à notre population. Je suis convaincu qu'aucun peuple ne peut être sauvé en priant de façon exclusive. Parce que la prière, c'est le lieu où le Seigneur te donne la force pour te mettre en marche. C'est comme si quelqu'un priait pour que la nourriture tombe du ciel. Il y a eu la manne au désert, d'accord, mais c'était un signe. Le peuple d'Israël a travaillé de ses mains. Et encore aujourd'hui, Dieu continue de soutenir son peuple. Il nous soutient. Bien, merci. La deuxième partie de la question, c'est par rapport aux prochaines élections. Est-ce que vous allez déployer à nouveau des observateurs? Nous n'en avions pas déployé avant, mais il y a des structures membres d'Espérance qui ont cherché à observer. On leur a refusé l'accréditation, notamment le Conseil épiscopal Justice et Paix. Je venais d'en parler. Les évêques ont pris position par rapport aux arguments qui leur ont été opposés. Et puis, l'interdiction venait du ministère de l'administration territoriale. Je ne connais pas les thèses du pays, mais est-ce que c'est la CENI qui devait interdire l'accréditation ou le ministère en charge de l'administration territoriale? Là aussi, il faut que les auditeurs qui sont des experts nous éclairent. Mais dans tous les cas, les arguments utilisés pour refuser l'accréditation et l'observation à cette commission, les évêques ont trouvé que l'argument n'est pas en place et que ce n'est pas conforme à la réalité. Le deuxième auditeur, allô, bonjour. L'auditeur, on l'a perdu. Est-ce que quelqu'un est derrière? Est-ce qu'on peut le récupérer? Pas pour l'instant. Nous avons quand même d'autres questions qui sont laissées sur notre... Allô? Oui. Bonjour. 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 Monsieur, comme l'a dit, j'avais dit sur l'appel. Oui, comme l'a dit, vous êtes en direct. Allez-y. Tout d'abord, je salue l'invité. Oui, bonjour. Tout juste pour l'encourager. Merci. Et je voulais lui demander si les émissions qu'ils font à Lomé, s'ils ne feront pas d'efforts pour que ces émissions atteignent au moins les principales villes du Togo, parce que j'ai l'impression que tout ce qui se passe ici, quand ils sortent de Lomé,
les gens sont vraiment absents de ce débat. Donc, c'est un souhait que je demande. Merci beaucoup. Bien, merci, cher ami comme l'envie. Votre doléance est partagée et je ne sais pas si vous avez une réaction. Oui, à je ce crois que propos. ça doit être une synergie. Par exemple, les journalistes, les radios qui ont des relais à l'intérieur doivent voir quel programme. Et puis nous, on a des émissions enregistrées aussi. S'il peut nous aider aussi à contacter des radios qui sont prêts à diffuser, on peut envoyer les CD ou en tout cas l'élément. C'est une vérité que la plupart des émissions radio et télévision sont concentrées sur la capitale et les villes avoisinantes et qu'une bonne partie du pays n'est pas arrosée. C'est une réalité et je crois qu'au niveau des différentes structures, des stations radio et télévision, et des efforts sont faits, des réflexions sont en cours pour que demain ces villes-là soient également prises en compte dans la réception des programmes qui sont faits dans le les médias d'État aussi peuvent inviter des acteurs, et parce que les médias d'État couvrent l'ensemble de l'étendue du territoire. Radio Lomé, TVT, Radio Cara et d'autres médias publics peuvent aussi jouer ce rôle. Nous avons une question sur la quatrième candidature de Fogna Sibé. C'est presque la même question de Loïc Martial et puis de Benoît Sessi. Et les deux nous ont posé des questions depuis Hidranawe. Je crois que le premier, lui, il est sans doute à Dido Gomez sur le débat qu'il y a autour de la quatrième candidature, du quatrième mandat de l'actuel chef de l'État. Quel est votre commentaire? Je n'en ferai pas tellement, je dirais seulement deux choses. Il y a un contexte juridique qui est nouveau au Togo. Et au nom de ce contexte, des acteurs disent que ce n'est pas du tout un problème que le président puisse briguer un quatrième mandat. Deuxième élément, je sais que le président, notre président, son Excellence lui-même, n'est pas favorable à ce qu'en Afrique, on puisse faire plus de 2-3 mandats. En mettant les deux choses ensemble, je déduis deux choses. D'abord, il faudrait qu'on laisse le chef de l'État assumer ses responsabilités et ne pas parler tout le temps à sa place, parce que c'est une autorité qui mérite respect. Et voilà. Deuxième conséquence... Vous avez l'impression qu'il n'intervient pas assez, il ne parle pas assez? Beaucoup de gens semblent parler à sa place. Par exemple, tout le monde, dans les médias, on parle du chef de l'État, il est tantôt champignon, il est tantôt ceci ou cela, mais on ne l'a pas écouté encore. C'est dans ce sens que je le dis. Je pense que le chef de l'État mérite respect de la part de nous tous. Laissons-lui le temps pour qu'il puisse se prononcer par rapport à la question du quatrième mandat. Nous espérons que ce qu'il a eu à dire avant demeure dans sa tête, dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Mais vous êtes un grand journaliste et c'est vos collègues de Deutsche Welle, je crois, qui nous l'ont servi. Et qu'en Afrique, il est souhaitable qu'on ne fasse pas plus de 2 ou 3 mandats. Je peux me tromper. Hein? Non, mais en fait, il avait dit. Donc, à vous écouter, vous l'invitez à se conformer à ce qu'il avait dit. Bon, je dois plutôt dire ceci, qu'une qualité humaine et spirituelle que je peux reconnaître aussi au président de la République, notre chef de l'État, c'est la fidélité à la parole. L'homme, c'est sa parole. Et quand on est en cohérence parfaite avec sa parole, on a encore beaucoup de dignité et de grâce. Mais je ne l'invite à rien. Je prie pour lui. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, votre nom? Allô? Oui, bonjour. Votre nom? Taoufik. Oui, Taoufik, allez-y. Bonjour et je salue mon père. Je vous salue fraternellement. Je dis merci pour tout ce qu'il fait pour le Togo et pour son engagement à lutter pour la vérité et la justice. Je dois vous dire que beaucoup travaillent dans l'ombre. Et il faut remercier toutes ces personnes aussi. Ok, merci. Ok, bon, que veut dire, mon père, selon vous, qui est un homme spirituel, cette petite phrase
la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci. Bien, merci Tafik pour votre intervention. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est ce qu'on entend très souvent. Et Père, mon Père, est-ce que vous voudrez bien nous expliquer ce que cela veut dire? Bon, le temps dont nous disposons, on ne me permet pas de tout décortiquer, mais de façon ramassée, on voudrait dire que le peuple est souverain. Et que ce qui est dans le cœur ou dans la volonté générale s'impose. C'est pour ça qu'on dit que c'est la voix de Dieu, parce que la voix qui s'impose à toute créature, à tout homme, toute femme, c'est justement la voix du Créateur qui se trouve être Dieu. Et s'il est vrai que ce que le peuple pense, ce que certains auteurs ont appelé la volonté générale, s'impose à tous, et donc je pense que c'est par là où on a pensé que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais il y a des peuples qui peuvent prendre des décisions qui sont en contradiction avec ce que Dieu dit. Il y a des pays où c'est accepté qu'un homme se marie avec un homme, une femme avec une femme. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Et pourtant, c'est la volonté générale parce que c'est une loi qui est passée par les représentants du peuple. Donc, il faut nuancer quand même l'affirmation. La question de Bertrand Douty depuis Adi-de-Gomé, que dit la doctrine de l'Église, la doctrine sociale de l'Église par rapport à la politique, brièvement, puisque ça aussi, je crois que vous avez eu du temps à vous expliquer, à le développer longuement. Oui. J'inviterai simplement Bertrand à aller sur Google, à écrire comme mot de recherche « Doctrine sociale de l'Église ». Il télécharge ce document, il commence à le lire. Il y a tout là. Et je peux dire que ce que moi je dis et que les gens considèrent en disant au père Afognon c'est un politicien, en lisant ce document, ils peuvent trouver que je ne dis même pas encore le 1/100 de ce que la doctrine sociale de l'Église catholique dit au sujet de l'organisation de la vie en société. C'est tout un cours qui se donne dans les universités, dans les séminaires, et c'est un document, et c'est une doctrine qui évolue parce que chaque fois que le pape et les évêques nous enseignent, ça enrichit cette doctrine. Les 3 dernières lettres des évêques, le dernier message ou communiqué des évêques, tout cela rentre dans la doctrine sociale de l'Église. C'est tout ce que le magistère de l'Église enseigne en lien avec le vivre ensemble des hommes et des femmes. En 2 mots, est-ce que pour ceux qui n'ont pas Google, ceux qui n'ont pas l'électricité, puisque vous savez très bien aussi que beaucoup de Togolais n'ont pas d'électricité chez eux, ils n'ont pas Internet, et quand même, ils n'auront pas le temps d'aller sur Google. Oui. Alors, qui s'adresse à leur pasteur? Vous ne pouvez pas dire un mot, juste un mot? Bon, la doctrine sociale, je venais d'évoquer encore des éléments. La doctrine sociale estime que le vivre ensemble repose sur la vérité, la justice et la liberté. Ce sont là des principes qu'on ne peut pas violer, qu'on ne peut pas toucher. Ça fait partie de l'essence, excusez-moi en ce mot, l'essence au sens philosophique du thème, de ce qui fait l'être social humain. Donc, je ne voudrais rien galvauder, mais on peut prendre simplement ce que cette doctrine dit sur la justice sociale. Et l'option de cette doctrine est claire, c'est la démocratie. Dans la doctrine sociale de l'Église, la façon de gouverner la cité que l'Église accepte, ce n'est pas la dictature, ce n'est pas autre forme, mais c'est justement la démocratie saisie comme la possibilité donnée aux citoyens de décider librement de leur vivre ensemble, certes à travers leurs représentants, mais ces représentants sont mandatés. On peut les sanctionner quand on veut en leur retirant le mandat, comme on peut leur donner le mandat, tout ceci dans un cadre légal non déguisé, mais véritablement la loi au service du bien-être. Bien, merci d'avoir dit finalement quelque chose à propos de cette doctrine. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, vas-y, allez-y. Bonjour, père. Bonjour, mon frère. Bon, en temps, vous avez fait un forum
que tout le monde nous a félicité. Mais on a compris que ce qui se passe souvent au Togo, quand les films commencent comme ça s'arrête et qu'on ne vous attend plus. Et je vous ai bien dit que si des forums comme ça vont se passer au Togo, c'est seulement le régime triomphera toujours. Parce que nous avons le grand nom que ce régime considère que c'est cette pièce, alors que c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de communication. Et il est bien vrai que il y a la TVT qui est là, mais qui n'introduit pas le régime en place, qui ne fait que passer les discours de Umur et son champion. Donc, tout ça là, pour l'opposition, ou bien pour le peuple, je vais dire, il faudrait qu'il y ait de communication jusqu'au fond du Togo. Tout ce que vous êtes en train de faire là, si vous aurez une structure qui va sécuriser les urnes pour le peuple togolais, parce que je ne parle pas de l'opposition. Parce que quand on dit l'opposition, le régime croit qu'on est contre eux. On parle du peuple, parce que c'est le peuple qui est affamé. Parce qu'il y a une minorité qui s'accapare à l'effet de télé et la majorité s'accopie. Donc, il faudrait que vous aidiez ce peuple togolais-là à trouver la vérité des urnes pour les prochaines élections. Bien, merci, Pelé, pour votre intervention. Réaction? Oui, la vérité des urnes, c'est notre engagement, mais ça doit être tous les Togolais. Nous, à Espérance pour le Togo, nous avons quels moyens? Nous n'avons pas de radio, nous n'avons pas de télé, nous ne prétendons pas en avoir dans les jours qui viennent, mais si on nous invite, s'il y a des journalistes, voilà pourquoi j'ai parlé de convergence, de synergie, de fédérer nos énergies. S'il y a une radio, je ne sais pas, à Kara, à Sokodé, à Atiakpame, qui nous invite à faire des émissions, nous irons volontiers. Maintenant, pour ce qui concerne l'observation et tout, vous savez, vous ne pouvez pas observer d'élections si vous n'avez pas l'accréditation. Les tests sur ce plan aussi, on ne peut pas contourner la loi. Mais ce qu'on doit quand même déplorer, c'est que le droit pour chacun de s'assurer du résultat dans son bureau de vote a semblé aussi être violenté durant les élections municipales. Et des membres comme Fovi Katakou et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu s'assurer des résultats des bureaux de vote de leur quartier et de ses environs. Mais ils ont été embarqués. Ils ont passé un temps à la gendarmerie et tout le reste. Donc moi, je pense que c'est nous tous qui devons nous mobiliser. Si jamais on ne nous accepte pas pour observer les élections, il faut au moins savoir que le code électoral dit à l'article 101 ceci: le président du bureau de vote donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès verbal. Le président délivre copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats. Ainsi de suite. Donc, si on prend simplement l'article 101 du Code électoral et que tous les Togolais se mobilisent pour que dans chaque bureau de vote, on puisse insister pour que les résultats soient proclamés et affichés et qu'on accepte qu'on puisse les photographier aujourd'hui un peu partout. Il y a les androïdes. Ça peut aussi aider. Maintenant, il faut que l'autorité qui organise l'élection, la CENI, qui est une structure indépendante, c'est très important de souligner ça. Le Code électoral dit que c'est une structure indépendante, elle est permanente. L'État lui donne les moyens, mais comme structure, elle n'est pas subordonnée au gouvernement. Et les articles sont clairs. Il y a un certain nombre d'activités. La CENI collabore avec le gouvernement. Mais le gouvernement ne se substitue pas à la CENI. Donc c'est l'occasion aussi d'inviter les membres de la CENI d'être à la hauteur de leur mission et de tout faire pour que l'article 101 soit par exemple réalité. Ça peut nous permettre d'avoir le contrôle citoyen des résultats des élections. D'autres questions ou interventions, notamment depuis l'Allemagne, Romarickson à l'Oignon.
Et il voudrait vous demander dans quelle mesure vous pouvez rassembler les leaders pour parler avec eux, notamment de la question de l'intérêt supérieur de notre nation. Nous avions dit que vendredi dernier, Monseigneur Philippe Pancok-Podro a déjà tenté de rassembler tous les leaders. Et certains partis étaient là, d'autres n'ont pas répondu. Est-ce que vous allez emboîter le pas Monseigneur? Dans tous les cas, moi je pense que nous devons aller très loin. Mais ça, tout dépend de la bonne volonté des acteurs politiques. Je rêve, mais je partage mon rêve. Imaginons que tous les acteurs politiques unis et tous les autres partis politiques signaient un pacte de confiance pour piloter des élections libres, transparentes et crédibles. Qui est le Togolais qui ne va pas applaudir? Peu importe le bord politique, tout le monde va applaudir. Est-ce que nos acteurs politiques n'ont pas compris que les pays que nous pouvons citer aujourd'hui en exemple, ce sont des pays où les acteurs politiques ont arrivé à avoir des pactes de confiance pour remettre le peuple debout? Mais s'ils sont dans leur ego habituel et sacrifiés à ce que j'appelle l'idolâtrie de l'ego, chacun donne un nom à son leader, candidat traditionnel, champion, et que sais-je encore, ils se moquent simplement de nos populations qui a dit la vérité. C'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir de l'eau, d'avoir la santé, d'avoir l'éducation, d'avoir du travail et de vivre dignement. Si ces choses sont réunies, après ils peuvent faire leur jeu politique. Mais l'heure est tellement urgente qu'il faut sauver la population. Qu'est-ce que l'Église catholique compte faire en 2020 pour qu'il y ait l'alternance? C'est une question de Casimir, question posée depuis Hidranaoui. Je ne suis pas à l'antenne comme représentant de l'Église catholique. Celui qui peut répondre, c'est le président de la conférence des évêques du Togo, mais malheureusement, il n'est pas ici. Mais l'Église, ce n'est pas simplement les évêques. L'Église, celui qui pose la question, s'il est catholique, doit reposer la question. Comme catholique, qu'est-ce que je peux faire pour que les élections en 2020 soient pacifiques, transparentes, crédibles et puissent être une élection qui, pour une fois, va permettre de parler de la crise sociopolitique au Togo au passé pour retrousser les manches et rebâtir le pays. Donc il ne faut pas tout le temps penser l'Église en termes de hiérarchie, évêque et tout et tout. Tous les baptisés de ce pays, si chacun écoute la voix de Dieu qui est dans sa conscience et se mettait résolument en route, on va trouver des solutions. Parce que les catholiques, il y en a partout. Hein? Il y en a partout. Le chef de l'État, il est catholique, le Premier ministre est catholique, il y a des députés catholiques, il y a des ministres catholiques, il y a des citoyens catholiques, il y a des décideurs catholiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur catholicité? C'est ça qui est important. Bien, merci. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom? Vous avez un poste récepteur à côté et puis ça siffle derrière vous, cher ami. Est-ce que ça va mieux, votre nom? Ok, sinon, je salue votre invité, le père. Votre nom? Oh, c'est Franck. Oui, allez-y. Oui. Sinon, j'apprécie beaucoup son explication. Encore que Dieu lui donne la santé. Amen. Sinon, ma question, comme que il est à côté de la C14 avant le classement, et maintenant aussi, on parle de l'unicité d'action. Et c'est notre là, il faut faire un candidat unique. Mais la question que je vais vous poser, en tant que le père, sinon c'est vous qui donne des fois des conseils. Maintenant, monsieur, ma question est que l'autre fois, quand le père avait invité, maintenant il traitait un parti de la C14 comme un vendu. Maintenant, il dit aussi de faire un candidature unique. Maintenant, il invite ces gens-là encore. Moi, je vais vous poser la question. Maintenant, quel discours Notre ami, on a perdu. Je voudrais inviter tout humblement les auditeurs à aller tout droit aux questions, à l'essentiel de la question, et pour qu'ils ne soient pas perdu en coup de route. Cet auditeur, on l'a perdu. Je ne sais pas si vous avez pu retenir l'essentiel de ce qu'il voulait. L'essentiel. Voilà, je venais de le dire.
je ne pense pas que Monseigneur Podo soit un ange, il est un être humain. Et donc c'est possible qu'il puisse faire des erreurs et il assume en toute responsabilité. Mais je voudrais dire à celui qui a appelé que... Il s'appelle Franck. Franck, j'ai jamais été membre de la C14 parce qu'à la C14, il y a des partis politiques. Vous avez dit que vous avez été proche. Proche, bon, c'est aussi une affirmation gratuite. Je suis proche de tous les Togolais, là où on m'accueille. Et au même moment, quand nous autres, à Espérance pour le Togo, nous avons rencontré la C14 d'alors, au même moment, nous avions écrit à UNI pour rencontrer UNI et nous avons écrit à d'autres autorités de la République. C'est ceux qui nous ont accueillis, c'est vers eux que nous sommes allés. De là, tirer la conclusion que nous sommes proches de tel ou tel. Il se trouve que notre discours semble être aussi très proche du discours de la C14 d'alors. Mais cette similitude est liée au simple fait que nous défendons des valeurs que ce regroupement de partis politiques semble défendre aussi, c'est tout. Cela dit, quelqu'un a traité une personne hier de bandit, l'invite aujourd'hui. Moi, je ne peux pas entrer dans ce débat. Il revient à la personne responsable d'assumer cela. Bien, mais on a compris, il y a l'auditeur ou l'auditrice, le nom c'est Claudicia, en fait, c'est ça qui apparaît. Et qu'est-ce que le père dit à propos de la situation politique de la Guinée, étant donné qu'Alpha Condé était, il n'y a pas très longtemps, l'un des facilitateurs pour le Togo? Quand j'écoute les nouvelles de la Guinée, je pleure et je prie. Parce que je me demande, mais finalement, en Afrique, quel est le problème pour que par rapport au pouvoir, nous soyons toujours en train d'assumer des contradictions. Son Excellence, Monsieur le Président de la Guinée, était l'un des facilitateurs dans la crise du Togo. Et puis, avec la CEDEAO, ils ont même demandé à un expert constitutionnaliste de traiter ces questions de mandat, ainsi de suite. Je m'étonne qu'aujourd'hui, dans son pays, les questions de mandat puissent entraîner des arrestations, des manifestations, des violences, alors que voilà aussi un peuple pauvre. Est-ce qu'on va passer toute notre vie à entretenir la misère au détriment d'un attachement désordonné au pouvoir? En tout cas, je respecte le peuple de la Guinée. Je respecte profondément le président de la Guinée. Ce que je viens de dire, c'est ce qu'il y a dans mon cœur comme Africain. Je prie pour que la sagesse triomphe en ce lieu. Parce que quand je vois l'âge du président Alpha, je me dis, mais il a l'âge de la sagesse pour pouvoir faire la transition nécessaire. Il n'y a pas très longtemps, il était opposant. Comment est-ce qu'il est arrivé à oublier son statut d'opposant il n'y a pas très longtemps? Et même il a été en prison. Alors, ce que vous appelez l'oubli, est-ce que c'est l'oubli ou bien nous qui sommes des citoyens, nous n'arrivons pas toujours à savoir tout ce qu'il y a comme pression sur nos responsables politiques? Je ne sais pas, mais je me pose la question. Est-ce que nos responsables politiques, et spécialement ceux qui sont au pouvoir, reçoivent d'autres types de pression inconnues de nous, population, qui fait que ils ont beaucoup de difficultés à comprendre que quitter le pouvoir est honorifique et que s'ils ont travaillé des années pour une population, ils ont dû dépenser de l'énergie, ils ont pris des coups de fatigue, ils ont besoin de se refaire. Je pense qu'on doit saisir ces occasions parce que la responsabilité épuise. Mais curieusement, un observateur disait qu'en Afrique, les chefs d'État ne travaillent pas vraiment assez. Parce que ailleurs dans le monde, ceux qui travaillent, ils quittent le pouvoir après 2 mandats de 4 ans.
Mais moi, je pense à Barack Obama qui disait sa joie de quitter la Maison Blanche. Et il est conscient qu'il a vieilli. Il est conscient maintenant qu'il a une nouvelle vie. Il est heureux. Est-ce que nos chefs d'État ne travaillent pas? Je ne peux pas l'affirmer comme cela. Mais l'observateur dit qu'il ne travaille pas assez. Bon, je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais été conseiller d'un chef d'État en Afrique pour prononcer ce jugement sur nos chefs d'État. Je les respecte beaucoup et je pense qu'ils doivent simplement faire un effort pour démontrer aux yeux du monde que l'Africain n'est pas accroché de façon pathologique et maladie au pouvoir. Nous allons retourner au téléphone après Franck et nous avons qui là au téléphone? Allô? Un ouf de soulagement. Ah oui, c'est qui? C'est comme Oui, comme vous êtes en direct. une doléance. Ça fait la 73e fois que j'appelle. Oui. Ma première question, vous avez la déduction? Non, mais en fait, il y a d'autres aussi qui ont appelé peut-être une centaine de fois. Non. J'ai essayé avec 2 numéros. Oui, allez-y, il faut la question. On ne va pas perdre du temps, cher ami. Oui, j'ai 2 questions et je cible mes questions sur la portion jeunesse. J'ai pu retrouver que quand on parle d'une élection, ce n'est pas un ministre Bawara, Poupiti, ou bien le président fort qui rentre dans les urnes pour bourrer les urnes, pour violer les règles de la CENI. C'est une jeunesse qui est affamée, qui n'a pas de quoi se faire vivre, qui a l'Android en main, sur laquelle on met des casquettes, des t-shirts, et que au final, c'est cette jeunesse-là qui fonctionne au rythme du pouvoir. Et c'est après les élections qu'avoir perçu ces indemnités, soit à la pause, qui revoit qu'il est toujours en souffrance. Quelle est la remède pour cette jeunesse-là? C'est ça ma première question. Deuxième question, il y a aussi une portion de jeunesse, je sais que vous êtes syndicaliste, qui souffre dans les mains des BTP, dans les banques, dans les entreprises de sécurité, qui ont étudié, qui savent bien que la loi sociale dit ceci. Je mets en exemple ce qui s'est passé la semaine dernière quand quelqu'un est tombé d'un chantier et qui est mort sur le champ. Et quand on a cherché, j'ai lu dans la presse, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Est-ce que ce sont les inspecteurs de travail qui vont plaider la cause de cette jeunesse ou bien c'est cette jeunesse même qui doit revendiquer ses droits? Bien, merci, cher ami Komi, pour votre patience. Finalement, vous êtes en direct, c'est l'essentiel. Vous avez posé 2 questions qui touchent à la responsabilité et à l'engagement des jeunes. Bon, je pense que la jeunesse togolaise est à féliciter parce que la vie des jeunes, elle est très difficile. Je ne vais pas accuser. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'accuser. S'il est vrai qu'hier les jeunes ont bourré les urnes, aujourd'hui, pour le bien de toute la nation, qui décident dans leur conscience et devant Dieu de ne plus faire cela. C'est simple. La vie n'est pas au passé. La vie, c'est un présent en vue d'un avenir meilleur. Et donc, moi, je ne vais pas être dans une logique d'accusation à l'endroit de jeunes et à la sorte du pouvoir, tout ça. Je voudrais plutôt encourager tous les jeunes à comprendre que nous devons bâtir un Togo nouveau. Et si nous le faisons, leur avenir sera mieux assuré et l'avenir de leurs enfants encore plus. Et pour ça, nous devons accepter encore des sacrifices et renoncer à la vie facile. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi une question d'ignorance quand il évoque cet accident qui est intervenu sur un chantier ou dans une entreprise, quelqu'un qui est tombé parce que cette personne n'a pas porté de ceinture? Et on constate également qu'il y a plein de jeunes qui roulent en ville sans casque, sans ceinture au volant. Il y a un certain nombre d'actes inciviques qui sont posés par les jeunes. Est-ce que là-bas aussi, il n'y a pas une question d'ignorance? Oui, non seulement d'ignorance, mais aussi de réappropriation des valeurs citoyennes.
Et donc, je pense que si ton patron te demande de monter sur un truc dangereux et il n'y a pas la sécurité nécessaire, comme groupe de travail, vous pouvez discuter un peu ça pour trouver des solutions intermédiaires. Et au lieu de prendre trop de risques, je présente les condoléances à la famille de cet ouvrier qui est décédé. Vraiment, je prie pour qu'il repose dans le Seigneur. Je ne l'accuse de rien, mais j'estime que ce sont des faits très malheureux qui déstabilisent les familles. Mais il faut de la prudence, comme vous êtes en train de le dire, de la part de nous tous, y compris les jeunes. Dans 4 minutes, nous allons nous séparer, mais il nous plaît de parler un peu de ce sommet qui a eu lieu cette semaine à Sochi, en Russie. L'Afrique, les chefs d'État africains, les chefs de gouvernement se sont transportés au niveau de Sochi pour inaugurer ce sommet entre la Russie et l'Afrique. Avant d'arriver à Sochi, les chefs d'État africains étaient déjà à Tokyo à l'intronisation du nouvel empereur japonais. Est-ce que c'est si important, tous ces déplacements de nos chefs d'État? Bon, d'abord, je voudrais dire que pour moi, tout ce qui peut mettre ensemble les peuples, j'adhère. Parce que nous devons développer une conscience de citoyen du monde. Cela dit, je suis vraiment en interrogation avec moi-même par rapport à ce type de rassemblement où un pays prend tous les autres pays de l'Afrique et puis ça devient un sommet. Et je ne veux pas critiquer pour critiquer, mais j'ai écouté une bonne partie du discours de son Excellence Monsieur le Président du Mali. Il disait qu'ils ne sont pas des mendiants, on doit les respecter, ils ont de la dignité. Et en même temps, il demande l'aide de la Russie, de Poutine, pour gérer la question du terrorisme au Sahel et tout ça. Mais finalement, je me dis, il y a une autodestruction. Au même moment, on dit on n'est pas mendiant, au même moment, on mendie, et au même moment, tous ces chefs d'État rassemblés, avec leur armée et les relations bilatérales, multilatérales qui existent, n'arrivent pas à gérer la question sécuritaire. Et il faut faire appel à un pays à des milliers de kilomètres pour venir nous aider. Moi, je me dis que nos autorités me pardonnent, mais cette extraversion peut créer encore de graves problèmes pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un continent convoité. Nous avons beaucoup de biens, que ce soit dans le sous-sol, que ce soit par rapport au climat et un certain nombre d'éléments. Nos plages sont des trésors. Le climat que nous avons, nous n'avons pas l'hiver chez nous en Afrique. Mais nous n'avons pas besoin de chauffer nos maisons. Ce sont des atouts énormes. Et donc, pourquoi ils ne se fédèrent pas pour nous organiser, comme certains pays essaient de le faire déjà, à trouver des solutions endogènes? S'ils faisaient un sommet, par exemple, pour voir comment transformer le cacao produit en Afrique, transformer le café produit en Afrique, transformer une partie de nos phosphates en quelque chose utile pour le pays, transformer peut-être nos marbres et penser à la question du pétrole qu'on exploite et comment faire pour que ça puisse vraiment créer un développement endogène, je serais heureux. La Corée, la Chine et les autres pays n'ont pas été à des sommets avec le président américain ou le président de l'Union européenne avant d'amorcer le développement. Il n'y a pas de développement possible sans compter d'abord sur la communauté elle-même, c'est-à-dire les citoyens et citoyennes. Bien, merci, mon père. Nous allons vous donner la parole pour une prière de fin. Merci. Seigneur notre Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, nous te bénissons d'avoir voulu que nous soyons sur cette terre d'Afrique et sur cette terre du Togo. Bénis-nous, bénis nos responsables et donne à chaque décideur la grâce de prendre des décisions qui vont nous permettre
de bénéficier d'un Togo nouveau, d'une Afrique nouvelle, où la misère cède le pas au bien-être pour tous. Amen. Amen. Cette émission s'achève ainsi. Pierre Chanel Lafagnon, c'est le Père que vous venez d'écouter prononcer la prière de fin de cette émission qui sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Romaric Freitas, merci d'être resté à la technique. Moi, je suis Pierrot Atiogbe. Le prochain rendez-vous avec le D12, si tout se passe bien, c'est dimanche. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.